C'est trop bien. Oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au téléséminaire international des IREM de décembre 2026 où nous avons le très grand plaisir et l'honneur de recevoir Michel Artigue qui est émérite au laboratoire de didactique André Revuse et à l'IREM IREM-S de Paris à l'université Paris-Cité. Elle va nous parler d'une étude comparative du langage pédagogico-didactique d'enseignants expérimentés de mathématiques de collège et le projet international Lexicon. C'est à toi, Michel. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à ce séminaire et de partager avec vous cette étude comparative menée dans le cadre du projet international Lexicon et autour du projet international Lexicon et une étude donc qui date, qu'on a menée pendant une dizaine d'années maintenant. Alors. Voilà. Donc, je vais d'abord parler de l'émergence de ce projet, de la méthodologie qu'on a utilisée, puis je prendrai l'exemple du lexique français avant de parler des résultats et des apports du projet. Et puis ensuite, je voudrais continuer, j'espère que j'aurai le temps, par quelques études comparatives qui ont été menées à partir des lexiques qui ont été élaborés dans le cadre de ce projet, avant de conclure très brièvement. Alors, l'émergence du projet, en fait, on la doit à David Clark, qui était un chercheur australien spécialiste des études comparatives et qui, malheureusement, après avoir lancé le projet, est décédé avant la fin de ce projet. Alors, l'origine, effectivement, c'est David et c'est une continuation de ses études comparatives antérieures et en particulier la Learner's Perspective Study, comme il a expliqué dans sa conférence plénière à PME en 2017, une conférence qui est accessible dans les actes de PME. Et dans le Learner Perspective Study, ils avaient étudié les pratiques de classe dans 18 pays avec des enseignants expérimentés, avec un dispositif très très riche pour cela. Et la motivation, en fait, du projet Lexicon, elle a été un peu portée en partie par certains résultats de ce projet, et en particulier les limites qu'ils avaient constatées de la langue anglaise, qui était la langue de communication internationale entre eux, pour exprimer la diversité linguistique qui existait dans les différents pays, pour décrire ce qui se passait dans une séance de mathématiques. Et aussi, il y avait l'hypothèse confirmée par de nombreuses recherches et dans le monde entier que les mots dont nous disposons influent sur ce que l'on perçoit ou non, sur la façon dont on le perçoit et la façon dont on l'interprète, ce qu'on appelle souvent la Shapiro-Wilk hypothèse. Le constat aussi, qui a été fait par différents chercheurs, que le langage professionnel des enseignants est insuffisamment développé dans beaucoup de pays et que cela contribue à faire de la profession d'enseignant aussi une semi-profession. Donc, les objectifs, ça a été d'identifier, pas les lexiques mathématiques, les lexiques pédagogico-didactiques raisonnablement partagés dans les différents pays concernés par des enseignants expérimentés de collège, les étudier, les comparer avec l'objectif donc de mieux nous comprendre, de nous enrichir mutuellement de nos différences, mais aussi de progresser dans nos outils de description et dans l'élaboration d'un véritable langage de la profession. Et le lancement, après, ça n'a pas été obtenu du premier coup, mais David Clark a fini par obtenir un appui substantiel de l'Australian Research Council. Et du coup, il a pu lancer le projet en décembre 2014 avec la participation de 9 pays, la plupart avec lesquels il avait déjà collaboré: l'Allemagne, l'Australie, le Chili, la Chine, les États-Unis, la Finlande, la France, le Japon et la République tchèque. Pour nous, la France, c'était une première participation à des projets avec David, mais ça a été favorisé par le fait que Caroline Bardini avait rejoint l'Australie et l'Université de Melbourne à ce moment-là, et Caroline avait été mon étudiante en thèse, une de mes étudiantes en thèse. Voilà. Alors, la méthodologie, eh bien, on a constitué dans chaque pays une équipe locale qui incluait des didacticiens, à la fois des didacticiens un peu plus jeunes et puis des plus vieux, et des enseignants expérimentés de niveau collège. Ici, vous voyez l'équipe que l'on a constituée. Alors, au niveau, pour les chercheurs, c'était des chercheurs de mon laboratoire.
avec Brigitte Grujon-Alice, que vous connaissez sans doute, et moi-même, et puis deux chercheuses un peu plus jeunes, Julia Pilet et Julie Auroch. Et on n'a pas pu travailler parce que il fallait enregistrer très rapidement des classes et on n'avait pas de bonnes conditions pour ça euh, au niveau de l'IREM de Paris. On a travaillé avec l'IREM de Poitiers avec lequel on avait déjà des relations. Et donc avec deux professeurs plus particulièrement, Thierry Chevalarias et Florence de Burton d'Assul, qui étaient arrivés à Poitiers plus récemment. Et ce qui nous était demandé en premier lieu, c'était de réaliser dans une classe de quatrième une vidéo de séance de classe. Le thème, il n'y avait pas de thème imposé, mais la période était imposée. Il fallait que ce soit fait avant décembre 2014. Elle devait être filmée avec trois caméras, selon le dispositif qui avait été mis au point dans la Learner Perspective Study. Et on devait transcrire tout, bien sûr, en français, tout traduire en anglais et envoyer les documents et toutes les transcriptions des documents associés à la séance. Alors ça, c'était le début. Et puis ensuite, toutes les vidéos ont été montées à l'International Classroom Center de l'Université de Melbourne, qui est un centre pour l'observation de classe qui dispose de moyens faramineux, je dirais. Voilà. Et donc c'est eux, et vous voyez ici donc le montage qui est ensuite sur les vidéos qu'on a re-reçues ensuite, les 9 vidéos différentes, où il y a le focus sur le prof, le focus sur la salle, le focus sur un groupe d'élèves, et puis les transcriptions sous les transcriptions, et puis le sous-titrage en anglais de ces transcriptions. Alors la méthodologie, la suite, on a utilisé ces vidéos comme des stimulus pour identifier dans chaque pays ce que l'on pourrait considérer comme un lexique professionnel pédagogico-didactique raisonnablement partagé, pour proposer des définitions description pour les termes retenus et les illustrer par quelques exemples et non-exemples aussi pour favoriser la distinction avec des termes avec lesquels il pourrait y avoir des confusions. Puis, il y a eu un long processus de validation et de révision des lexiques sur plusieurs années, en plusieurs étapes, et la dernière a impliqué la diffusion en ligne d'un questionnaire qu'on avait élaboré en commun. Et dans ce questionnaire, donc, on proposait à la fois soit des termes avec les définitions et les exemples, et on demandait si les enseignants étaient familiers avec ces termes, s'ils les utilisaient quand ils discutaient avec des collègues, puis avec des 5 degrés de familiarité. On leur proposait aussi des définitions, des descriptions, on leur demandait à quel terme, si ça évoquait des termes pour eux. On leur donnait aussi l'inverse, à l'inverse des termes, et on leur demandait de proposer des descriptions ou des définitions pour ces termes. Et puis on leur proposait aussi de rajouter, de suggérer des termes qui, à leur avis, manquaient dans ces lexiques. Voilà. Et à la fin, le questionnaire en France, par exemple, il a été diffusé à travers les canaux des IREM de la PMEP, etc. Et on a réussi quand même à avoir 150 réponses, ce qui n'était pas trop mal, même comparé aux autres pays. Et finalement, il a été décidé à l'issue de rejeter tous les termes des lexiques qui n'atteignaient pas un seuil de familiarité raisonnable qui a été estimé à 2 tiers des réponses obtenues. Et voilà, sauf exception solidement justifiée. Donc en France, on a eu quelques exceptions, effectivement, où les termes étaient plus proches de 50% de familiarité et qu'on a conservé pour des soucis de cohérence principalement. Et puis ensuite, il y a eu un check, un clarité check, qui a été réalisé par une autre équipe pour s'assurer que toutes les définitions, descriptions les exemples étaient compréhensibles. Et puis on a finalisé les lexiques dans la langue d'origine. Et puis on les a traduits en anglais avec une traduction approximative ou littérale si nécessaire. Et on a eu au moins pendant plusieurs années une réunion annuelle d'environ une semaine pour échanger, coordonner le travail et planifier la suite. Et c'est là qu'effectivement le soutien qui était le soutien australien a été quand même déterminant pour permettre ces réunions annuelles de travail. Voilà. Alors je vais vous parler un peu du lexique français pour lequel il y a eu 6 versions successives. Alors on a
décider, il fallait se dire qu'est-ce que c'était un lexique raisonnablement partagé par des profs expérimentés. Donc, on a pensé à des enseignants comme ceux qui participaient aux activités des IREM et le lexique, la terminologie qui pouvait être utilisée dans les publications IREM et APMEP, mais pas la terminologie nécessairement des chercheurs et pas les définitions et descriptions que feraient des chercheurs. Et on a élaboré collaborativement la première version. Alors pour ça, on a combiné le codage de quelques vidéos de l'échantillon, en particulier bien sûr la vidéo française, mais aussi la vidéo chinoise et puis la vidéo australienne notamment. Et on a réfléchi a priori aussi sur des termes possibles en essayant, et on a essayé d'illustrer le tout par des extraits des vidéos donc, de ces classes. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que dans tout ce projet, la voix des enseignants qui participaient au projet était prédominante. Donc, c'est eux qui avaient aussi proposé des termes. Et s'ils disaient qu'un terme ne leur était pas familier, eh bien, ce terme était automatiquement éliminé. Voilà, alors vous voyez ici la façon dont on a codé les premiers codages qu'on a fait des vidéos. Alors il y avait une trame hein, pour le codage qui était donnée avec le début, la fin. Et nous, on avait codé avec trois niveaux de bleu. Un bleu un peu foncé qui correspondait à une phase assez importante. Hein. Par exemple, là, dans la leçon, elle commençait par une phase de mise en train qui était une activité en début de séance, qui était un programme de calcul, bon, quelque chose d'assez classique en quatrième. Et puis là-dedans, il y avait plusieurs phases. Il y avait le lancement de l'activité, il y avait un travail individuel accompagné des élèves. Et puis, dans la phase de travail individuel accompagné, il y avait plusieurs moments qui paraissaient intéressants à noter, qui avaient été repérés. Bon, un incident, une aide méthodologique, une gestion d'outils technologiques. Donc voilà comment on faisait ce premier codage. On décrivait l'activité. Donc vous voyez pour l'instant, il n'y a pas vraiment des termes du lexique et puis on faisait des commentaires. Voilà. Et donc, dans les versions successives, on a fait donc une première version de notre lexique. Et puis, il a fallu, à l'issue de la première réunion, qui avait eu lieu à Melbourne, on nous a demandé de tout le monde, tous les lexiques, on a dû clarifier les premières descriptions et s'assurer que nos définitions n'étaient pas circulaires, qu'on ne définissait pas, par exemple, une situation en disant, en utilisant le mot situation. Et donc là, on a eu l'aide d'Ivy Kidron, qui était une chercheuse israélienne, mais qui parle très bien français, et qui était de passage dans notre laboratoire pour 3 mois et qui était très intéressée par ce projet parce qu'on avait déjà collaboré sur le projet APAN avec elle depuis longtemps sur le networking de théorie. Alors là, on a aussi introduit des commentaires. Bon, on est quasiment le seul à avoir lexique à avoir des commentaires parce qu'il fallait, les collègues au cours de la première réunion ont trouvé que nos définitions étaient trop longues. Donc ils nous ont demandé de les alléger. Et donc du coup, on a introduit des commentaires parce qu'on avait envie parfois d'expliquer l'origine des termes, de faire des liens avec d'autres termes, etc. Et aussi, il s'est avéré après assez rapidement qu'il serait difficile de pouvoir, dans une publication, obtenir toutes les autorisations pour pouvoir utiliser des exemples en termes d'extraits vidéo. Donc, il a fallu verbaliser et écrire les exemples sous forme de phrases, même s'ils se référaient en gros à des extraits vidéo. Après, il y a eu deux évaluations locales, en élargissant le public, d'abord au niveau autour de l'IREM et des participants aux activités IREM, puis ça a été élargi à des inspecteurs, à des formateurs. Et chaque fois, ça a été suivi de révisions. Ça a même induit des modifications structurelles, parce qu'on nous a demandé de rajouter une catégorie de termes généraux, par exemple, de changer, de mettre des termes doubles, duaux, parce que ça paraissait plus intéressant que d'avoir un seul terme. Vous verrez des exemples. Et puis, on a régulièrement ajouté des exemples et des non-exemples. Puis, il y a eu l'évaluation nationale avec le questionnaire en ligne, donc la révision aussi à partir de ça.
et le contrôle de clarté, l'édition de la version anglaise, c'est l'équipe australienne qui s'en est chargée. Et puis après la rencontre de Pékin en 2017 et un atelier aux Journées nationales de la PMEP en octobre 2017, on a encore fait quelques ajustements et ça a été la version définitive, celle qui est publiée dans le livre qui est issu associé à cette recherche. Alors, le lexique finalisé, le français, il a 116 termes qui sont organisés en 6 catégories. Donc, on a des termes généraux et c'est là en particulier qu'on trouve certains termes de recherche, de la recherche didactique. Il y a nature des tâches et activités avec 17 termes, des phases de séance, 12 termes, des formes d'organisation pédagogique, 9 termes, des activités mathématiques, 19 termes, la gestion pédagogique et didactique de la classe, alors 48 termes, et qui, elle, est... Alors au début, on avait une gestion pédagogique et une gestion didactique, puis les évaluations nous ont montré que c'était très difficile de faire une claire distinction entre le pédagogique et le didactique. Donc on a tout mis dans une classe, mais du coup on a distingué entre ce qui relevait de l'organisation de la classe, des interactions au sein de la classe et de l'exploitation et de l'évaluation des productions des élèves. Et vous voyez qu'il y a aussi 80 commentaires, 189 exemples et 103 non-exemples. Donc on est un lexique avec pas mal d'exemples et effectivement pas mal de commentaires aussi. Alors je vais donner quelques exemples. Dans les termes généraux, bon, outil-objet, donc ça c'est un terme dual, hein. Et vous voyez la définition qui est donnée, donc un concept, bon, c'est classique, et comme outil, quand on se centre sur son usage pour résoudre des problèmes, il est vu comme objet quand on le considère comme objet culturel, élément du savoir savant. Et il nous a paru quand même intéressant de rajouter un commentaire en disant que voilà, c'est le fait que un concept apparaisse le plus souvent d'abord comme outil implicite puis explicite avant de prendre le statut d'objet. C'est à la base de la dialectique outil-objet développée par Régine Doity. Et puis il y a un exemple, et là, bon, juste un exemple, on ne met pas de non-exemple parce que ça paraissait assez clair. Que, donc on a pris l'exemple de l'utilisation du concept d'équation, soit pour résoudre des problèmes, soit pour travailler sur le concept lui-même. Situation problème, donc ça c'était un terme que bien sûr dès le début les enseignants ont proposé d'intégrer et qu'ils ont proposé de définir comme une situation destinée à faire découvrir par l'élève lui-même des solutions à un problème. Et la résolution de ce problème doit permettre à l'élève de construire de nouvelles connaissances. Et le commentaire là dit qu'elle peut être donc proposée comme activité introductrice, donc fait le lien avec un autre terme du lexique qui est le terme activité introductrice, qui est dans les catégories de tâches-activités. Et puis l'exemple qui est donné, la situation assez classique maintenant du carré bordé, qui est utilisé souvent pour motiver l'introduction des lettres et le donner du sens au calcul littéral. Et un non-exemple, eh bien, le fait qu'on donne un exercice d'application, mais on applique, mais une notion qui a déjà été enseignée. Alors, mise en commun, j'ai mis ce mot parce que c'est truc, parce que, par exemple, il n'existe pas dans plein d'autres lexiques, donc, et voilà. Donc, mise en commun, une phase visant à partager, comparer, éventuellement valider des propositions, solutions d'élèves après une phase de recherche ou de résolution. Et en me disant que ça peut bien sûr déboucher sur un bilan, une synthèse et une institutionnalisation. Là, ça renvoie aussi à d'autres termes du lexique. Et dans les exemples, on a voulu quand même marquer qu'une mise en commun, ça peut être justement après un premier travail individuel et pour essayer de faire un point, d'envisager des stratégies avant que les élèves soient renvoyés, par exemple, pour un travail de groupe, ou que ça peut être à la fin de la résolution d'un problème, et là, ça peut aller effectivement assez loin. Et puis, une mise en commun, un non-exemple, c'est qu'effectivement, il y a une phase de résolution, mais à la fin, c'est l'enseignant qui présente les solutions attendues sans se référer au travail des élèves. Alors ça, c'est une activité mathématique estimée
Et vous voyez, ça c'est comme la façon dont ça a été publié dans le livre. Et pour des raisons de longueur, les commentaires ont disparu. En revanche, vous avez à la fois en français, à la fois en anglais, les exemples et non-exemples. Et on a été aussi obligé de limiter le nombre d'exemples parce que la longueur des chapitres était quand même imposée et que notre chapitre allait devenir beaucoup trop volumineux. Alors, estimer, vous voyez, TS, ça veut dire que ça peut être quelque chose qui est fait par l'enseignant ou qui est fait par les élèves. Et là, la traduction en anglais n'a pas du tout posé de problème parce que c'est estimating, même si on est le seul lexique à avoir ce terme d'activité mathématique. Et dans les exemples, on a voulu marquer que estimer, c'est pas juste quelque chose que l'on va faire dans le cadre numérique, hein, en- voilà. Et que voilà. Donc vous avez le résultat d'un calcul en remplaçant par des nombres plus simples dans les exemples, ou estimer l'aire d'une figure géométrique au contour non régulier en l'approchant par une réunion de figures simples. Voilà. Alors, les principales caractéristiques de notre lexique, eh ben, c'est un des lexiques qui a le plus de termes, avec le lexique chinois. Et suite aux évaluations locales, il contient des termes duaux. C'est un lexique où les mathématiques, on n'a pas droit aux termes mathématiques, on n'avait pas droit à mentionner des instruments mathématiques, on n'avait pas le droit non plus de mentionner des logiciels, choses comme ça. Mais les mathématiques sont quand même très présentes avec une catégorie spécifique pour les activités mathématiques, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres lexiques. Et les mots de cette catégorie sont des mots très familiers. Et quand chaque fois que, souvent, quand les enseignants nous proposaient au dernier questionnaire de rajouter des mots, c'était encore soit pour ajouter des noms de tâches et d'activités, soit pour des activités mathématiques. Mais à partir d'un moment, il a fallu quand même arrêter. Et c'est un lexique qui donc contient, et c'est des termes, comme j'ai dit, avec des scores très hauts de familiarité. Donc de l'ordre de 90, plus de 90, 95%. Et c'est un lexique qui inclut des termes issus de la recherche. Il en inclut 20, et donc de la recherche didactique. Soit ça vient de la recherche elle-même, ou il renvoie à des pratiques innovantes notamment développées dans le réseau des IREM. Je pense par exemple à la pratique des narrations de recherche. Bon, les narrations de recherche, c'est que les enseignants ont suggéré de mettre les narrations de recherche comme type d'activité ou organisation. Et, euh, et c'est, le score de familiarité de ce terme a été effectivement très élevé. En revanche, les termes qui sont issus de la recherche didactique, ils n'ont pas, sauf exception, un haut score de familiarité. Et par exemple, un terme comme dévolution est passé à la trappe parce qu'il n'atteignait pas du tout, il n'atteignait même pas le score de familiarité de 50% près de l'échantillon des professeurs qui avaient répondu au questionnaire. Et autre caractéristique, c'est un lexique qui est très pauvre en termes décrivant les aspects affectifs, relationnels, l'atmosphère de la classe et le travail associé de l'enseignant. Et là, c'est comparativement à d'autres, effectivement, il est très pauvre. Voilà. Alors, j'en viens donc là, les résultats et apports du projet. Puis vous avez une photographie de la couverture du livre, donc qui est paru chez Routledge à la fin 2021, mais qui est daté de 2022. Donc voilà, et qu'on a édité à plusieurs. Alors la première chose, c'est la diversité des lexiques qui est visible à travers le nombre de termes et leur forme, le nombre de termes qui varie du simple au double, hein. La structure du lexique, soit des catégories, soit pas de catégories, des catégories qui n'ont pas forcément les mêmes dénominations, et même quand les catégories ont les mêmes dénominations ou apparemment les mêmes dénominations, leur contenu en termes est peut-être très différent. Aussi l'équilibre entre le didactique et le pédagogique, le français étant le plus didactique de tous, et un certain nombre, et sans doute le tchèque le plus pédagogique de tous. L'influence de la recherche, qui est effectivement plus forte dans le lexique français. L'expression de l'intentionnalité des actions,
dans la terminologie. On verra d'un exemple très vite. Et puis l'équilibre entre des termes qui se réfèrent à des actions ou qui concernent l'élève et des termes qui concernent l'enseignant. Là aussi, c'est très variable suivant les lexiques. Et il y a très peu de termes communs et de plus des différences de sens entre des termes ayant la même traduction anglaise, au moins approximative. Par exemple, si on prend le lexique US et le lexique français ont le même terme problème ouvert et open problem, mais ça n'a pas le même sens dans le lexique US et dans le lexique français, où quand même la notion de problème ouvert est très marquée par le travail qui a été mené depuis longtemps à l'IREM de Lyon. Voilà. Alors, je vais vous dire quelques mots en bref sur chaque lexique. Le lexique allemand, c'est un lexique de 65 termes. Il n'y a pas de catégorie, mais il y a des références croisées et des mots composés. Et c'est ce qui nous a frappé, c'est le potentiel qui est offert par les mots, la richesse des compositions de mots en allemand qui permettent de combiner l'abstrait et le concret. Donc il y a des mots et il y a à la fois de l'abstrait et du concret, des choses liées au corps, les choses liées au langage quotidien et les mots, et ça on va le voir, c'est lié aux caractéristiques de la langue, c'est les mots, le langage même technique, est beaucoup plus proche du langage quotidien qu'en français. Le lexique australien, c'est un lexique de 63 termes qui est essentiellement pédagogique, qui est équilibré entre élèves et enseignants et structuré en 5 catégories. Le chilien, il a 74 termes. Lui aussi, il est principalement pédagogique. Il y a un accent sur l'organisation et la structuration de la classe. Et il y a 5 catégories et il y a une catégorie didactique de la discipline qui contient 22 termes. Le chinois, eh bien, c'est le plus gros, avec 123 termes. Il a 3 catégories principales et il a aussi une structure très intéressante en graphe. Et les termes sont reliés par des liens de hiérarchie, de coïncidence et de succession temporelle. Et puis, il y a des termes vraiment intraduisibles en anglais. Le finlandais, c'est un lexique de 99 termes, répartis en 6 catégories. Il y a de nombreux mots composés aussi, ou dérivés d'une même racine, ce qui permet de faire des liens effectivement entre les mots. Et l'accent est mis sur les interactions entre professeurs et élèves. Et il y a un vocabulaire associé à la dimension affective et émotionnelle de l'enseignement très développé. Mais il faut quand même savoir que le pilote de l'équipe finlandaise était Markku Anula, qui est un spécialiste international, effectivement, de cette dimension. Les deux sont sans doute liés. Le lexique japonais, il est très intéressant. C'est un lexique de 70 termes qui sont répartis en 5 catégories. Et lui, il est clairement marqué par la terminologie technique et la structure des leçons studies, qui est une pratique qui est au centre tant de la formation professionnelle des enseignants que de la recherche didactique. Donc lui, je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Le lexique tchèque, c'est le plus réduit, 57 termes, mais il a quand même 11 catégories. C'est dire qu'il y a des catégories où il y a très peu de termes. Il est très général, très pédagogique et il reste au plus près des actions observables, sans en marquer l'intentionnalité. Et le lexique US, il a 99 termes répartis en 8 catégories. Il est aussi assez général. Il y a un accent mis sur la communication verbale, les élèves et l'évaluation. C'est que l'évaluation est très présente aux États-Unis. Et il y a un nombre important de termes, 11, dans la catégorie qui s'appelle climat de la classe. Là, ça contraste bien sûr avec la France. Alors, je vais vous donner quelques exemples de termes qui n'ont pas d'équivalent dans le lexique français. Euh, En allemand, il y a le mot composé, là, Fehlerkultur, ça veut dire culture de l'erreur. Et ça désigne très clairement, bon, c'est tout court, mais ça désigne très clairement une expertise didactique qui consiste à profiter des erreurs pour en tirer des occasions d'apprentissage. Donc, ils ont un mot. Alors que dans les autres lexiques, il peut y avoir gérer des erreurs, corriger des erreurs, mais il n'y a pas cette idée qui est encapsulée dans le terme Fehlerkultur. Il y a aussi le terme réduction didactique, didactische Reduction, mais qui n'est pas
vu de façon négative et qui est un après, une simplification à des fins de mettre en valeur l'essentiel pour pouvoir l'enseigner. Chez les Australiens, bon, j'ai mis c'est un hook. Hook, c'est une amorce, quelque chose qui va susciter l'intérêt. Euh, et Active Reading, c'est une stratégie que j'ai découverte, qui est bon, une stratégie développée pour lancer une tâche avec une forme de lecture, puis qui est partagée, où on fait reformuler avec des mots différents, etc. Donc, il y a un nom, Active Reading. Aux USA, qu'est-ce que je vous dirais? Think, hein? Il y a quelque chose? Non. Think per share. Bon, cela aussi, c'est une stratégie, donc ils savent ce que ça veut dire. Quand un enseignant dit think, j'utilise think per share, ça veut dire qu'on fait d'abord réfléchir les élèves de façon individuelle, puis échanger avec leurs voisins, puis ensuite, s'il y a un travail de groupe ou un travail collectif. Ils ont un mot comme a moment et ils ont le terme respect que l'on ne trouve pas non plus dans d'autres lexiques. Le finlandais, et alors il y a plusieurs lexiques qui ont celui-là, mais c'est l'usage productif de l'humour. Et le chinois, alors je ne le lis pas, et je vais y revenir, et le japonais, Kikan, Shido et Matome, je vais revenir sur les deux mots chinois et japonais. Les deux termes chinois, alors celui-là, il dit, alors il est traduit, vous voyez, classroom, cheng, cheng, quelque chose se passe dans la classe. Et la définition qu'ils ont mise en anglais, c'est que l'enseignant ajuste son enseignement, elle organise son enseignement en utilisant de manière productive un événement inattendu qui, en dehors de ce qu'il avait prévu pour la leçon. Et celui que je préfère, c'est ce qu'ils ont traduit en anglais par finishing touch et qui veut dire mot à mot rajouter l'œil au dragon. Et en fait, c'est soit les élèves, mais plus souvent d'ailleurs l'enseignant, qui rajoute quelque chose à un moment donné sur la résolution d'un problème ou sur un concept, une connaissance, et qui fait que tout d'un coup, tout s'éclaire et devient différent. Alors, Kikanshido, c'est l'instruction entre les tables. Bon, dans la plupart des lexiques, il y a cette idée que l'enseignant circule dans la classe, l'enseignant observe le travail des élèves, différentes terminologies associées à ça. Mais ce que je trouve très intéressant dans le, dans le lexique japonais et qui montre aussi le degré d'élaboration professionnelle, c'est que d'une part, bien sûr, ça décrit comme l'enseignant se déplace dans la classe, il régule l'activité des élèves et il donne éventuellement quelques aides, mais il y a la liste, les intentions et les fonctions, et donc le lexique japonais a cette colonne d'intention-fonction, et on voit tout ce que doit faire l'enseignant pendant qu'il fait cette instruction entre les tables, y compris bien sûr choisir, penser à l'avance à comment il va utiliser tout ce qu'ont produit les élèves pour organiser la synthèse collective qui aura lieu ensuite dans la séance. Et le deuxième, c'est Bancho, board writing. Bon, j'ai écrire au tableau, hein, mot à mot, ils l'ont traduit en anglais. On a tous aussi dans les lexiques, il y a des choses qui sont associées à la gestion du tableau, mais on voit que au niveau dans la culture japonaise, c'est quelque chose qui est vraiment une technique didactique et que cette technique est enseignée, apprise, qu'il y a une expertise qui est développée et que en fait, dans une classe, il y a une gestion du tableau. Je vous ai photographié trois tableaux et qui viennent où effectivement il y a des choses qui sont préparées à l'avance, il y a des choses qui vont être inscrites au fil de la séance, inscrites par le professeur ou inscrites par les élèves qui passent au tableau. Et ça, en retenant l'essentiel, rien n'est jamais effacé. Et à la fin de la séance,
il faut que pendant la phase qui est matomée, qui est la phase qui termine la séance de synthèse, il faut que l'enseignant puisse revenir sur toute l'histoire de la séance pour en dégager les points les plus importants et ce qui est à retenir. Et moi, j'ai été vraiment impressionnée par cette maîtrise technique de la gestion du tableau. Et le mot, donc un mot associé. Alors, il y a des différences, et ces différences renvoient à des différences de culture éducative, mais aussi des différences entre les langues elles-mêmes, ce qu'elles permettent d'exprimer et comment. Et par exemple, euh, les collègues finlandais, ils ont insisté sur les spécificités de leur langue. Ils disent, bon, c'est une langue spécifique, finno-ugrique, grammaticalement et structurellement, elle est différente des langues indo-européennes. Elle est plus synthétique qu'analytique. Elle a, comme la langue allemande, beaucoup de mots composés et qui donnent un sens différent. Par exemple, une leçon, ça se dit une heure d'enseignement, d'apprentissage, learning hour, ils l'ont traduit. Et puis, il y a beaucoup de mots dérivés, ce qui fait que les mots, ils sont en constellation dans le lexique autour de mots dérivés. Et voilà, bon, il donne un exemple autour du mot opi, qui traduit par knowledge. Et puis, il y a opia, bon, je ne prononce pas pour ne pas faire d'erreur de prononciation, mais vous voyez, il y a le même apprendre, il y a le même enseigner, il y a étudier, il y a élève. Donc, tous les mots forment une constellation autour de cette même racine. Alors, les apports, effectivement, de ce projet, il y a eu la confirmation de la différence, dépendance culturelle et linguistique des lexiques professionnels des professeurs. Il y a un ensemble de données avec tous ces lexiques et d'analyses, puisque à la fois le livre explique comment ils ont été constitués, leurs caractéristiques, les études propres qui ont été faites dans chaque pays, et puis fournit les lexiques, à la fois dans la langue du pays et avec les traductions en anglais, lorsque possible, et qui éclaire sur la façon dont se structurent les classes de mathématiques des différents pays, des stratégies didactiques connues des enseignants, des tâches mathématiques répertoriées, des mots et expressions disponibles pour décrire l'activité de l'enseignant et leur élève, leur interaction, le climat de classe. Et effectivement, ça constitue une base pour la recherche, mais aussi, on pense, pour des exploitations didactiques en formation, et il y en a eu dans différents pays, effectivement. Et donc là, dans le temps qui me reste, il me reste un peu de temps. Oh, Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. bon, je passe à quelques recherches comparatives. Alors, il y a eu des premières comparaisons qui ont débuté avant même la finalisation du lexique. Vous voyez, je vous en cite trois ici qui ont été présentées en 2017. Donc, en 2017, il y avait encore des petits ajustements à faire. Et l'objectif, dès le début, c'était maintenant qu'on a identifié cette terminologie, il fallait essayer d'identifier des ressemblances, des différences, d'en comprendre les raisons. Et donc, je vais vous parler juste de quelques recherches auxquelles j'ai participé. Et donc, la première, c'est une comparaison franco-tchèque. Et en fait, qui s'est initiée parce que j'ai été invitée une semaine à Prague par Jarmila Novotná et ça m'a donné l'occasion de travailler avec elle pendant une semaine en janvier 2017 sur sur les lexiques français et tchèques qui nous semblaient effectivement très, très différents. Donc, ce que l'on a fait, on a fait une première comparaison formelle des deux lexiques en regardant la structure, les termes, les définitions de description, les exemples et non-exemples, la nature et les rôles des commentaires dans le lexique français. Et puis, ça nous a paru assez limité. Et donc, j'ai lancé l'idée de faire une seconde comparaison des lexiques à travers leur usage dans la rédaction de narration qui serait associée aux vidéos réalisées dans les deux pays. Et donc, on a commencé à faire des brouillons de ces narrations pour les séances françaises et tchèques, qui étaient deux séances vraiment très différentes. Et si on regarde la comparaison formelle, bon, il y a des différences importantes. Le nombre de termes, vous avez vu, c'est le double quasiment en France. Les catégories, donc ils ont 11 catégories en 5. Et même quand les catégories, par exemple, ces phases de la leçon, ben, ça ne se ressemble pas du tout, le contenu. La forme des définitions, le nombre, la nature des exemples,
et puis surtout l'équilibre pédagogico-didactique et la spécificité mathématique du lexique. Il est clair que quand on prend le lexique tchèque, ça serait une classe de n'importe quelle autre discipline. On a l'impression que le lexique tchèque pourrait s'appliquer. Le lexique français, ce n'est pas du tout le cas. Et alors, par exemple, si on pense les définitions, les descriptions, les tchèques sont courtes, elles sont exprimées sous forme d'action, elles n'entrent pas dans les fonctions possibles de l'action. Alors, les françaises sont plus longues, elles sont généralement nominales et souvent elles explicitent cette ou ces fonctions comme de manière peut-être moins systématique que dans le lexique japonais, mais elles les expliquent. Alors, j'ai pris un exemple, par exemple, synthèse qui est traduit par summarization dans le lexique tchèque, et on dit récapituler les étapes de la solution du problème. Tandis que quand on dit synthèse en français, on dit c'est une phase dont le but est de présenter et de discuter les idées et les productions des étudiants après une phase de travail individuel ou d'identifier des points importants à remettre à la fin d'une session et effectivement, ça peut déboucher sur un bilan et une institutionnalisation. Alors, les narrations que l'on a introduites, c'était pour compléter, et en plus pour compléter dans la mesure où les lexiques sont des lexiques pédagogico-didactiques. Or, ce qui se passe dans une classe, ça et ce que va raconter un enseignant qui parle de sa classe, normalement, ça va imbriquer du mathématique et du pédagogico-didactique. Donc l'idée, c'était que, bien sûr, si on voit ces différences entre les lexiques, il doit y avoir des différentes visions des séances de classe, de ceux qui est identifié comme signifiant de la façon dont c'est exprimé dans des narrations, mais que quand même, bon, les lexiques, ce sont que des briques, ce ne sont que des briques et ce ne sont pas des briques mathématiques. D'où le projet de tester cette conjecture à travers la comparaison de narration. Et alors, comparativement à ce qui est souvent le cas en narratologie, on a conçu ces narrations non pas comme des productions individuelles, mais comme des productions collectives qui étaient assumées par les équipes de chaque pays. L'objet, c'était de raconter la consigne, c'était raconter l'histoire de la séance à un professeur qui n'y a pas assisté en lui donnant l'impression d'y être. Et donc, elle se voulait descriptive, sans inférence ni jugement de valeur. Et ça nous paraissait important parce qu'on avait bien vu que quand on discutait des vidéos dans nos réunions internationales, à quel point on interprétait mal ce qui se passait dans une séance dans un autre pays, à quel point on pouvait se tromper dans ses interprétations. Donc l'idée, il fallait que ce soit descriptif, on ne voulait pas non plus de jugement de valeur. Et d'autre part, comme dans tout le projet, la voix des enseignants était prédominante. Donc, même si on a commencé, les chercheurs ont commencé à réaliser les narrations, elles ont été validées adaptées par les enseignants. Alors ensuite, on s'est dit, au début, on avait pensé juste au récit chronologique en s'appuyant sur les premiers templates que je vous avais montrés. Et puis, on s'est dit que c'était important de rajouter au récit chronologique une introduction générale qui situait la séance, ses objectifs, l'organisation de la classe. Et pour cela, on est revenu aux documents fournis avec les vidéos et en recueillant éventuellement quelques éléments complémentaires. Et très vite, dès qu'on a eu produit ces quatre narrations, on a eu la conviction que ce nouvel artefact méthodologique était réellement intéressant et qu'il nous donnait accès aux histoires que chaque équipe créait quand elle visionnait la même vidéo, en accord avec, et ça c'est un accord bien sûr avec la littérature sur l'usage des narrations dans la recherche en éducation. Et là, je vous ai cité un article qui est un peu fondateur de tout ça. Et donc les narrations, bien sûr, ont été d'abord réalisées dans la langue d'origine, mais pour la communication, même si avec Jarmila, je pouvais communiquer en français, mais on les a de toute façon aussi traduites en anglais pour pouvoir communiquer avec d'autres. Et elles ont été validées par les enseignants participant au projet. Alors,
L'analyse des narrations, on a fait d'abord des analyses séparées pour identifier les termes des lexiques respectifs qui étaient utilisés dans les narrations, exactement le terme ou le terme avec une petite variante, parce que quand c'est mis dans une phrase, ça peut faire des petites variations, leur distribution en catégories, sous-catégories. On a voulu aussi identifier le degré d'imbrication du discours mathématique et du discours pédagogico-didactique, et puis répondre aux questions suscitées par l'analyse formelle. Quelle était la place donnée dans les narrations mathématiques en jeu, donc là pour les deux pays? Comment s'exprimer? Est-ce que dans les narrations tchèques, l'intentionnalité qui n'était pas présente dans les lexiques était rajoutée? Est-ce que les maths, il y en avait plus? Et quelle était la place donnée à la dimension affective dans les narrations françaises? Et puis on a comparé tout ça. Et les résultats, bon, un résultat intéressant, c'est qu'on a repéré qu'il y avait une forte densité des termes des lexiques respectifs dans les narrations des deux équipes. Par exemple, dans les deux narrations de la séance française, bon, il y a que deux séances de classe et il y a 72 termes sur les 116 qui apparaissent. Et certains avec bien sûr plusieurs occurrences. Et même si les séances sont très différentes, il y a des régularités qui transcendent les différences. Et si on lit les narrations, alors dans leur version anglaise, bien sûr, eh bien on peut voir qu'on reconnaît au bout de quelques lignes, on sait que c'est une narration française, même si elle parle de la séance tchèque, et on sait que c'est une narration tchèque, même si elle parle de la séance française. Et les narrations de l'équipe française, elles étaient centrées sur l'histoire mathématique de la classe, la contribution des élèves et de l'enseignant à l'avancée de cette histoire, tandis que les narrations de l'équipe tchèque, elles étaient centrées sur les modalités d'interaction pédagogique entre l'enseignant et les élèves, et sans entrer vraiment dans les mathématiques en jeu dans ces interactions. Et elles étaient beaucoup plus courtes que les narrations françaises. Donc, visiblement, ce que l'on a observé, c'est qu'il n'y avait pas de compensation des caractéristiques et différences montrées par l'analyse des lexiques au niveau des narrations. Et bon, en recherchant bien sûr la raison de ces différences et le fait que si on regarde un continuum pédagogico-didactique, le lexique français et le lexique tchèque se trouvent aux deux extrémités de notre ensemble, on voit bien qu'il y a une origine historique et avec la Didactica Magna de Comenius au XVIe siècle, et le fait que cette œuvre influence encore aujourd'hui en République tchèque tout ce qui relève de la recherche en éducation de manière générale et aussi en éducation en didactique des mathématiques. Et bien sûr, ça, c'est très différent de la façon dont s'est constituée la didactique des mathématiques en France et de la relation historique entre mathématiques et didactique, dont témoigne d'ailleurs le réseau des IREM. Vous voyez, là, bon, c'était, mais je vais passer. Et cette recherche, elle a ensuite été prolongée avec, en incluant les Allemands. Dans le- C'était une recherche qui a été menée un peu plus tard et qui devait prolonger la précédente, qui a été menée pour un numéro spécial de ZDM, qui était centré sur une approche comparative cross-culturelle du langage comme ressource professionnelle des enseignants. Et les éditeurs de ce numéro spécial connaissaient notre travail et ils nous ont demandé si nous voulions contribuer. Donc on a décidé d'approfondir la première recherche, mais cette fois en impliquant trois. Aussi l'Allemagne, parce qu'on avait déjà commencé à développer des comparaisons avec l'Allemagne. Et donc, la question de recherche là, a été comment une approche culturelle comparative de narration de séance nous aide-t-elle à comprendre en quoi le langage peut être une ressource pour des enseignants décrivant l'enseignement et l'apprentissage dans des classes de mathématiques. Et donc, cette fois-ci, on a produit 9 narrations, 3 pour chaque équipe, avec les mêmes consignes que pour la comparaison franco-tchèque, bien sûr dans la langue de l'équipe, complétée par une traduction en anglais, d'autant plus qu'on devait publier en anglais, mais on avait aussi la chance que dans chaque équipe, il y avait quelqu'un qui parlait français, donc on pouvait aussi communiquer en français. Puis, on a commencé par comparer tout, et puis on s'est dit que c'était trop lourd. Et donc finalement, on a choisi 2 épisodes dans chaque narration, des épisodes courts correspondant à des moments intéressants de la séance et a priori appropriés pour discuter le potentiel des narrations.
et offrant des perspectives, deux épisodes offrant des perspectives complémentaires sur la séance. Donc, on a recensé les termes du lexique ou les variantes proches utilisées dans les narrations de ces épisodes, mais on a rajouté aussi, cette fois-ci, un recensement des termes du lexique qu'en tant que chercheur, on voyait qui auraient pu être utilisés aussi dans ces narrations, mais ne l'ont pas été, parce que dans une narration, quand même, de toute façon, on ne met pas tout. Et donc, c'était des narrations descriptives, et puis après, nous avons fait une analyse interprétative de chaque épisode à partir des narrations descriptives et des termes associés, cette fois-ci en tant que chercheur, et on a comparé les analyses et les interprétations. Alors, les résultats, eh ben, ça a confirmé les résultats de la première étude sur les narrations françaises et tchèques, et ça a montré que les narrations allemandes occupaient une position intermédiaire. Le contenu mathématique est également bien présent. Il y a une attention forte à la structure de la séance et à la façon dont l'enseignement exploite les opportunités d'apprentissage, comme avec le terme chinois, même celle inattendue. Et ça a confirmé aussi le potentiel spécifique offert par cette langue. Et à cette occasion, les collègues allemands m'ont amené à lire le livre du linguiste Goldsmith, Quand Freud voit la mer, qui justement analyse les spécificités de cette langue, la façon dont les mots effectivement composés sont reliés aussi au corps, à l'action physique. Et bon, la thèse qui est développée dans ce livre, c'est que la psychanalyse n'aurait pas pu naître en France parce qu'on n'a pas le langage ne permet pas d'exprimer de la même façon ces rapports. Et que voilà, mais c'est un livre passionnant, Quand Freud voit la mer. Et donc là, ça nous a aidé à éclairer quelles étaient les potentialités de cette langue allemande et comment, effectivement, les narrations, le langage scientifique était resté beaucoup plus proche du langage commun, vu la nature de cette langue qui n'est pas une langue latine. Et par exemple, des termes comme d'évolution, institutionnalisation, tous ces termes bon, qui ne font pas partie du langage courant, bien sûr, et il n'y a pas l'équivalent dans le lexique allemand. Les analyses nous ont aussi montré, bon, on pouvait s'y attendre, mais que ça se voyait bien, que la présence de termes techniques permet une description plus approfondie de ce qui est en jeu dans les épisodes. Donc, effectivement, un des épisodes allemands était sur l'exploitation d'une erreur qui est repérée par un élève. Et aussi, le lexique tchèque distingue différents types d'explications, et ça enrichissait les analyses. Et pour le lexique français, par exemple, les différents types de tâches et d'activités mathématiques. Et là aussi, ça se voyait très bien dans un des épisodes français. Mais ce que montrent aussi les narrations, c'est que même s'il n'y a pas de terme spécifique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de considération. Et ça, c'était bien visible dans les narrations allemandes, où il n'y avait pas du tout dans le lexique allemand tout le vocabulaire sur les activités mathématiques, les différents types de tâches qu'il y avait dans le lexique français. Et pourtant, les mathématiques, la narration rendait les mathématiques et le travail de l'enseignant sur les mathématiques très présentes. Mais il n'y avait pas de terme en allemand du lexique. Donc, ceci a qu'est-ce que c'est ça? Et la confirmation, donc, que l'approche en termes de lexique est utile, mais insuffisante, bien sûr, pour comprendre la ressource professionnelle que constitue le langage. La confirmation du potentiel de la méthodologie qui avait été développée en combinant des lexiques existants et des narrations pour accéder à cette compréhension et développer des comparaisons cross-culturelles. Et puis, ça nous a permis aussi de consolider cette méthodologie parce qu'elle constitue une extension de l'usage fait jusque-là des narrations dans la recherche en éducation mathématique internationalement. Et aujourd'hui, elle est exploitée dans de nouvelles recherches, notamment dans une recherche entre des chercheurs allemands et des chercheurs japonais qui l'utilisent cette fois-ci pour travailler sur la terminologie qui est propre à l'expression du langage et du raisonnement. Voilà. Alors, je vais vite.
Là, vers un lexique international, c'est une autre recherche, une autre problématique qui a concerné 4 pays du projet, Australie, Chili, France et République tchèque. Et là, c'était la question bon, qu'on s'était posée au départ, mais qu'on avait rapidement abandonnée parce que ça nous paraissait une question bien trop difficile, qui était celle de la progression possible vers un lexique professionnel international, mais qui serait respectueux des identités et des cultures, à partir du travail déjà réalisé. Alors là, il a fallu développer aussi une méthodologie appropriée pour progresser, parce que quand on a regardé les 4 lexiques, ils avaient uniquement 4 termes en commun. Je vous les ai cités. En plus, on ne sait pas pourquoi ce sont ces termes-là qui sont en commun et pas d'autres. Et ils avaient des structures très différentes. Alors, on a fait le choix de s'appuyer sur les acquis de la recherche sur le networking de théorie, que je connaissais bien, et donc de penser en termes de connexion entre lexiques et d'organiser ces connexions autour de clusters pour dépasser les catégorisations propres à chaque lexique. Et dans ce premier travail, on a considéré 3 clusters, le cluster des termes associés à l'évaluation, celui associé des termes associés aux interactions, celui des termes associés aux mathématiques. Avec pour chaque cluster, on a élaboré une structure descriptive multidimensionnelle pour envisager les connexions possibles. Alors, je vais aller assez vite. Pour le cluster évaluation, en fait, on s'est dit fallait pas se borner juste à évaluation au sens strict, il fallait aller de la régulation, réflexion à l'évaluation. Il fallait distinguer entre des activités formelles et informelles, le fait qu'elles soient pilotées par l'enseignant, les élèves ou les deux. Et vous voyez ici ce que ça donne, ce continuum pour l'Australie. Je n'ai pas le temps de détailler. Et puis après, bon, il y a des tableaux comparatifs et puis on analyse tout ça. Pour les interactions, on a utilisé les 8, c'est la chercheuse chilienne qui nous a proposé d'utiliser les 8 catégories du Scheme of Educational Dialogue Analysis. Bon, vous avez Invite, Position, Reasoning, Build, Connect, Reflect, Guide, Express. Et on a fait ça donc pour les termes des différents lexiques. Et en même temps, il y a des termes qui ne pouvaient pas être codés et qui relevaient des interactions dans les lexiques. Donc on les a identifiés et on a essayé d'expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas être codés. Puis on a analysé tout ça. Et pour le cluster mathématique, on est parti des deux du lexique français, donc des termes du lexique français, puis des termes de la catégorie didactique de la discipline du lexique chilien. Et là, alors là, vous voyez, il y a juste les termes du lexique français, puis il y a le premier terme du lexique chilien, Developing Counting Within a Problem, où d'ailleurs on voit une caractéristique du registre chilien qui est que souvent ce sont d'assez longues périphrases et pas des termes courts. Et on a fait un codage en distinguant les termes qui étaient présents, ceux qui étaient, il y avait un terme assez proche qui était présent dans le lexicon qu'on a codé C. F, c'était absent, mais c'était familier quand même. Et A, c'était vraiment absent. Il n'y avait pas de. Voilà. Et on voit, il y a un phénomène intéressant qui apparaît, c'est que même quand les termes ne sont pas là, quand ils sont absents, et c'est aussi parfois lié effectivement à la façon dont les choses sont conçues, les termes peuvent être familiers, ce qui est tout à fait intéressant. Parce que ça veut dire que ça ouvre des possibilités pour enrichir les lexiques en rajoutant ces termes. Donc, les résultats, ça a été qu'une approche en termes de clusters de termes connectés suivant plusieurs dimensions a semblé prometteuse, mais elle demanderait à être consolidée. On a présenté les résultats sous forme de table, mais en fait, ce qui serait bien, ce serait de compléter par des représentations graphiques qui illustreraient des constellations de termes, leurs connexions, la signification des connexions. Et puis, on voit la possibilité d'enrichir la collection des lexiques existants en incluant pour chacun des termes absents identifiés comme familiers dans les comparaisons menées. Bon, on les enrichit avec les dénominations dans la langue concernée et des exemples adaptés à la culture du pays. Et plus globalement, ça nous conforte dans la vision, dans le fait que la vision de la production, de la progression vers un lexique international, non pas comme la production vers un lexique unique, mais la progression vers l'intégration partielle, au sens du networking, d'une collection de lexiques locaux enrichis.
Bon, j'avais une dernière, mais peut-être qu'il faut que j'arrête là. Oui, c'est ça, Ah, il est quand même déjà 18 heures. voilà, ouais, voilà. Ok. Donc, je vous renvoie pour la dernière, l'affect dans les lexiques, au mémoire de master de Chloé Brismonti, qui va être prochainement en ligne. Voilà. Et je Merci mettrai beaucoup, un Michel. lien C'est quand il sera en ligne. très Voilà. bien. Ok, on le remettra sur la page du téléséminaire. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très très riche et très très intéressant. Euh, il n'y a pas encore de questions. Voilà, vous pouvez reprendre votre microphone si vous voulez poser Oui, une et question. j'arrête le partage peut-être, Ouais, d'accord. hein, pour qu'on puisse. Ok. Moi, vu qu'il n'y a pas de questions et que j'ai le micro, bah, je vais te poser une question Oui. concernant l'enseignement, la formation des enseignants, je veux dire. Je trouve que c'est d'une richesse complètement folle de se rendre compte qu'on n'envisage pas, on ne voit pas les mêmes choses dans une classe, suivant la culture dans laquelle on est baigné, suivant les mots qu'on emploie pour Hein. désigner les choses. Je trouve que simplement donner des exemples, les quelques exemples que tu as donnés là, sont vraiment extrêmement frappants. Personnellement, je trouve que Lexicon, c'est une ressource aussi, non seulement pour la recherche, mais aussi Oui, pour la formation des formation. enseignants. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et alors, justement, après la seconde recherche, on avait décidé, alors, il y a des membres du projet Lexicon qui les ont utilisés déjà en formation, hein. Et d'ailleurs, même au cours de l'élaboration, déjà, il y a eu des utilisations en formation. Mais on avait décidé avec Jarmila Novotná de lancer une recherche sur l'exploitation en formation, une vraie recherche là-dessus. Mais Jarmila est tombée malade. Je suis sérieusement malade juste à ce moment-là. Et finalement, ça a arrêté le projet. Mais rien que l'atelier qu'on avait fait aux journées de la PMEP, où on était parti d'un épisode. Il y avait un épisode en français, puis il y avait un épisode de la leçon australienne. D'abord, on avait dit aux enseignants de le décrire, et puis après, on leur avait suggéré des mots du lexique aussi. Et on leur avait demandé si, à leur avis, il y avait des choses des choses dans la séance qu'ils voyaient et qui pouvaient être exprimées par des. Et tout d'un coup, le discours sur ces épisodes était devenu beaucoup plus riche, simplement parce qu'il y avait eu cette suggestion que peut-être est-ce que ces mots vous paraissent appropriés pour parler de cet épisode ou pas. Et tout d'un coup, la vision de ces épisodes était devenue beaucoup plus riche. Et ça nous avait vraiment, là, on s'était dit, ah oui, là, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Hein, on t'entend, je t'entends pas. Ah oui, oui, excuse-moi. Et on voit aussi des, 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 des façons d'enseigner complètement différentes. Là, le bancho, le tableau comme Ouais, une œuvre commune de toute la classe à la fin de l'heure, ouais. je trouve ça fantastique. Ah oui, C'est, non, c'est vraiment fantastique. ouais. Et effectivement, c'est une compétence professionnelle. Mhm. Dans formation initiale, les enseignants apprennent à développer cette compétence. Ouais. Pierre Arnoux demande si le livre est en accès PDF, mais je crois bien que non. Oui, il est un accès, on peut l'acheter en PDF, oui, On peut l'acheter en en PDF. PDF. Oui, mais Il il est n'est pas pas, cher, hein, il est pas très cher, hein. C'est pas très, et mais c'est il les n'est pas en onglets, accès libre. mais voilà, il est. Et alors nous, bien sûr, oui. Mais tu vois, j'avais plus d'exemplaires et j'ai dû en racheter un pour, Oui, en prévision de cet exposé parce que j'avais donné tous mes exemplaires. oui. Oui, moi qui viens d'une tradition où on met les choses sur archive ou des choses comme ça, Oui, oui, oui. et je suis toujours un peu Ben, impressionné qu'un domaine sur lequel justement ça alors, serait le livre, particulièrement il y a des intéressant, chapitres qui sont en open access. hein, Il y a des chapitres, dont le chapitre, le gros chapitre d'introduction est un accès. Après, ça dépend. Il y a des membres des équipes qui ont eu de l'argent, qui ont donc, y compris les articles dans ZDM, certains sont en open access parce que on a travaillé avec des personnes qui avaient de l'argent pour ça. Tu vois? mm.
dans les Parce contrats que de recherche. c'est vraiment tentant. On a vraiment Ben, envie d'aller justement regarder sur les oui, exemples concrets qui sont donnés. oui. Et C'est- alors, ce que moi je peux faire, hein, c'est que j'ai une version en français du lexique français, avec tous les commentaires et tout, qu'elle, je pourrais mettre sur HAL, sans problème. Bah oui, c'est sûr. Moi, je trouve quand même qu'avoir le tableau du Et il y aurait lexique, les commentaires, mais ça serait uniquement le lexique français. Je ne peux pas vous mettre les autres, tu vois. ouais, Mais je peux mettre le lexique français sur HAL, oui, effectivement. Là, il n'y a pas de problème. Et il sera complet avec tous les exemples, non-exemples et commentaires, et pas la version qui est plus ouais. restreinte dans le livre. Mais je vais le faire. Je vais préparer ça, oui. alors je lis la question Ouais. de... Enfin, avais-tu une question, Pierre, à part Non, ça? c'était une question. D'accord, ok, très bien. Donc, je vais lire la question de Luis Macio Santos Farias, qui travaille à Lyon, qui ne peut pas, qui n'a pas le micro. Donc, il est possible que le projet Lexicon, en s'appuyant principalement sur les lexiques pédagogico-didactiques des pays situés dans le nord global, tende, même involontairement, à reconduire certains rapports de pouvoir linguistiques et culturels hérités de la colonialité. Ah, Une telle approche peut conduire à une moindre prise en compte des traditions éducatives, des épistémologies et des langues issues du Sud global, qui restent souvent marginalisées dans les recherches internationales. Par ailleurs, l'analyse comparative des lexiques, telle qu'elle est conduite dans le cadre du projet, pourrait gagner à intégrer plus explicitement les savoirs locaux, les pratiques éducatives autochtones et les épistémologies minorées. Leur absence risque de renforcer la domination de catégories interprétatives majoritaires, ce qui limite la possibilité de reconnaître la pluralité des manières d'enseigner et d'interpréter les pratiques pédagogiques. Voilà, donc c'est une bon, question d'ethnomathématiques, je comprends tout à fait. Je voudrais dire quand même que le Chili ne fait pas partie du Nord du global, Nord il me semble, global. jusqu'à nouvel ordre. Mais Ok. effectivement, il y a une domination du Nord global et je crois qu'on a à être sensible à ces questions-là. Et même dans le cas du lexique du Chili, le lexique du Chili, il est pas très enfin, je dirais, il n'y a pas de place qui est faite aux mathématiques autochtones. Ça serait un autre travail qui pourrait être fait, mais je conçois que, alors après, chaque fois qu'on a présenté le projet, il y a des représentants des chercheurs de différents pays qui nous ont dit, ah, on aimerait faire la même chose. C'est ouvert. C'est vraiment ouvert et tout enrichissement. Vous voyez, le projet, il a démarré à la fin 2014 et il y a encore des recherches en cours. Récemment, Marcu Anula a relancé les comparaisons autour du vocabulaire mathématique, catégorie des activités mathématiques, et il nous a demandé à chacun. Donc, il a fait quelque chose qui était assez proche du côté présent, proche. Il a repris familier mais absent et tout cela. Et bon, et chacun a répondu, la plupart d'entre nous ont répondu à ce travail. Mais c'est vrai, la Corée du Sud, bon, c'est encore du Nord global, la Corée du Sud s'est rajoutée à la fin du projet. Euh, bon, et on a eu effectivement à un moment, il m'a semblé que le Brésil voulait aussi contribuer, mais après, il faut trouver les moyens dans les différents pays de lancer le projet. En tout cas, nous, je pense que Carmel Messiti aussi, en Australie, qui a piloté le projet puisque David est tombé malade. Et tout le monde est très ouvert, ou Marc Anula, tout le monde, Yoshi Shimizu, tout le monde est très ouvert à l'idée de soutenir des personnes qui voudraient, des équipes qui voudraient faire un travail analogue dans leur pays et les faire profiter de ce qu'on a appris en le réalisant dans nos pays respectifs. Et ça l'enrichirait sans aucun doute. Oui, en particulier, là, il n'y a pas de langue africaine, si je ne m'abuse, là. Non, il y a pas de... Non, non, il n'y avait pas... En fait, c'est vrai que David l'a lancé avec des pays avec lesquels il avait déjà travaillé, tu vois, dans la Learner Perspective Sodé. Nous, on a eu l'occasion de s'y rajouter. Ça a été une chance, effectivement. Mais bien sûr, on pourrait tout à fait...
rajouter. Mais les pratiques de classe sont effectivement très, très différentes. Et rien que d'avoir ces 9 vidéos, c'est quand même. Moi, je sais que quand on a projeté aux enseignants, eh bien, à Thierry Chevalarias et Florence, on a projeté la vidéo chinoise, puisqu'on a commencé à travailler aussi avec la vidéo chinoise et la vidéo australienne. La vidéo chinoise, alors là, c'était l'idée que c'était pas possible. C'était pas possible, une séance de classe comme cela. Ouais, bon, les 480 millions d'arabophones, en tout cas, par exemple, ne sont pas représentés non plus. Non plus, non Mais bon, plus. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être ouais, c'est faites. sûr. Ah oui, non, Donc, non. Samia, tu voulais prendre la parole, Samia? Oui, je veux dire bonjour à tout le monde. Merci Michel pour cette présentation. Je trouve que c'est un travail très riche qui a, qui a, qui a fait appel à beaucoup de détails et de travail vraiment minutieux. Je veux féliciter toute l'équipe. J'aurais aimé que vous me parliez encore plus. J'ai beaucoup aimé la gestion du tableau, comment ils ont mis Hein. tout ce qui, le tableau qui est, le déroulement de la leçon, ils ont mis tout, et puis comment Non, ils ils exercent. sélectionnent, ils mettent pas tout, parce que si on mettait tout, il faudrait sans doute Oui, passer. Donc, c'est une sélection oui, extrêmement euh, ciblé, extrêmement, oui, fine, parce qu'avec, effectivement, au départ, ceux qui lancent la leçon, le problème qui lance oui, la leçon, donc là, ça, il va y avoir des choses. Et puis après, justement, quand l'enseignant, il circule entre, il fait le Kanshido, là, entre les oui, tables, il oui. sélectionne en même temps ce qu'il va pouvoir utiliser Ah, comme d'accord. production des élèves et ça, donc ça. Très riche, oui, oui, Voilà, et il sait sur quoi il veut mettre l'accent de toute façon. oui, oui, Donc, tout ça est. Mais le fait qu'effectivement, on ait ce tableau qui ne soit pas effacé oui, et qui permette de relire, de revisiter toute la leçon un peu d'un coup d'œil, quoi, et de oui, oui, tenir ce qu'on pourrait appeler effectivement la synthèse, hein, parce que ça oui, ne c'est pas à vrai. l'institutionnalisation, il y a un récit qui se Oui, fait. Et ce oui, côté de récit de la séance de classe est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est pas une oui, phrase d'institutionnalisation. Le matomé, c'est pas juste une institutionnalisation. oui, c'est très bien. Je trouve que ça, c'est effectivement, et souvent, quand on fait des adaptations de leçons suivies, quand on travaillait avec l'équipe de Rouen, là, eh bien, Oui, bon, moi, je leur disais, attention au tableau, gestion du tableau. Effectivement, oui, oui. ouais, ouais. Et aussi chez nous en Tunisie, puisque on a au collège, on enseigne en arabe. Il y a Oui, le côté, on écrit, la rédaction c'est oui, en arabe, mais oui, les lettres c'est le oui. A et le B et tout ça, les parallèles, les symboles Oui, mathématiques. Donc il y a la bilatéralité entre ouais, de c'est droite à tantôt gauche de et de gauche à gauche à droite, droite. tantôt de Ouais. droite à gauche, oui. Effectivement, oui, c'est Donc compliqué en Tunisie. oui, c'est compliqué. Donc, est-ce que vous avez pris en considération qui est en relation avec tout ce qui est culturel quand même, qui est en rapport Oui, avec. mais il y avait. Alors, si vous avez les écritures en Chine et au Japon, bon, c'est pas de gauche à droite non plus, hein. Oui, c'est de Euh, haut en bas. oui, donc, mais Ouais. mais bon, chaque équipe a pris en compte ces considérations. Oui, Mais le cas de la Chine et du Japon, c'est très particulier. Ça n'a rien à voir, je pense, avec l'arabe. oui, oui, c'est Voilà, vrai. non, non, je pense que c'est très Oui, différent. Et effectivement, ça serait très, très oui, différent de faire un projet dans un pays arabophone, c'est sûr. Mais ça serait oui. très intéressant, hein. Ça, je n'en doute Oui, ça nous intéresse quand même si, pas. Oui, oui, oui. oui, de faire une projection sur ça Oui, et participer à ce genre de oui, travaux. Je oui. trouve que c'est très intéressant. Ouais. Merci Après, beaucoup, il y Michel. aurait sans doute des différences entre les différents dialectes, tout comme Oui, Oui, entre différents pays francophones, il y aurait sûrement des lexiques oui, oui, oui. différents Ah ben suivant oui. la Euh, culture ah ben pédagogique. oui, parce que le lexique US et le lexique australien, ce sont deux pays, il y avait ces deux pays-là qui partageaient la même langue. ouais. Ils ne sont Et pas c'est différent. comparables. Ah, mais ils Ouais, sont très différents.
Non, Ouais. c'est pas du tout la même culture. Nous aussi, si on peut comparer l'Algérie, et le Maroc et la Tunisie, c'est pas la même Oui. chose. Eh bien oui, Même c'est oui, pour l'enseignement, c'est en arabe et tout ça, oui, mais c'est trop loin. oui, 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 C'est oui, pas similaire. oui, oui. Il faut creuser encore plus. Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, Ouais. mais ce qui, moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est de... Et puis, le travail de Chloé sur l'affect a été aussi très intéressant. Il a été difficile. Parce que, alors là, les catégories de l'affect, en plus, il n'y a pas de catégorie affect dans les lexicons. Ouais. Donc, il a fallu qu'elle identifie, elle essaie d'abord d'identifier quel était le vocabulaire lié à l'affect, même dans la Ouais. littérature de recherche. Et on voit en plus que les définitions ne sont pas consensuelles. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais elle a réussi à mettre à point des codages. Bon, tous ces codages ont été ensuite validés par des représentants, des chercheurs des pays concernés. Oh, c'est bien. Et, euh, et il y a des résultats quand même intéressants où on voit. Ouais, ouais, c'est Mais vrai. là, et ça confirme bien sûr que la France est très pauvre dans les catégories de l'affect. On avait 6 termes en tout et pour tout sur les 116 qu'on peut relier à des catégories de l'affect. D'accord. 7 termes, vous voyez, c'est Ouais. c'est c'est ridicule, quoi. En comparaison avec les autres. Oui, en comparaison avec certains autres. Ouais. Celui US, il a 17 termes et le finlandais, on a répertorié 21 termes. Ouais, Ouais. pour ça. C'est quand même ce qui est pas mal, 21 termes pour la fête. Ouais, Oui, ouais. oui. Mais si on compare le US et le finlandais, même s'ils ont beaucoup de termes, c'est pas les termes les mêmes et en général. Et, euh, et c'est pas la même vision de l'affect, parce que l'affect c'est Ouais. très large aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même vision de l'affect. Le finlandais, il a une vision assez sociale de l'affect. Et, euh, et c'est assez intéressant. Le finlandais est le seul lexique qui a des termes qui décrivent des pratiques, on dirait entre guillemets, répréhensibles. Ah, d'accord. Comme par exemple le fait d'avoir un chouchou Ah, dans la classe. ouais, ouais. Voilà. Ou le fait de maltraiter un élève. Ouais. Voilà, c'est le seul. D'ailleurs, ils avaient posé la question au cours d'une réunion de travail, d'une semaine de travail, est-ce qu'on avait le droit de mettre des, euh, Des choses comme ça. des Ouais. choses comme ça où il fallait que des termes référant à des pratiques positives. Ouais. Voilà. Oui, c'est bien. Ouais. Merci. Merci, Michel. C'est très bien. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, euh, c'est Mohamed Bonjour Zohar. Mohamed. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à Michel. Merci pour cet exposé avec la méthodologie euh, que vous appliquez dans cette étude comparative. Et ça me rappelle des anciens souvenirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, Bien, alors, justement, je rejoins Samia. Euh, Ce serait bien si, je ne sais pas s'il y a des alternatives pour, est-ce qu'il y a des ambitions pour faire participer des Mais, pays alors, africains non, et ou le arabes? problème maintenant, Ouais, c'est le projet, et même ça s'est passé à partir de la fin du projet, les financements se sont arrêtés. Donc, ouais, les financements, ils nous ont quand même permis, pendant 3 années successives, de nous passer une semaine à Melbourne ensemble pour travailler. C'était quand même extrêmement important. Alors, c'est sûr que ouais, maintenant, il y a eu des acquis du projet. Donc, même quand la Corée du Sud s'est rajoutée, ça a été, bon, la coordination a été facile. Donc, mais si on veut lancer un projet comparable dans plusieurs pays, il faut quand même trouver des moyens pour que les gens puissent se rencontrer, travailler ensemble, harmoniser le travail. Vous ouais, voyez, on peut ouais, s'appuyer. Moi, je suis prête à appuyer n'importe qui, n'importe quelles équipes qui voudraient ou qui voudraient exploiter des lexicons dans des activités de formation d'enseignants. Mais il faut quand même un minimum, sans doute, d'organisation pour arriver à mener le travail à bien.
Ouais. Et ce qui était très important quand même, c'est le stimulus des vidéos. Et là, on a bénéficié effectivement de ce qui était des infrastructures qu'il y avait à Melbourne, où ils avaient un centre pour l'observation des classes avec une régie absolument incroyable. Et donc, ils ont pu faire tout ce travail de montage. Donc, je pense qu'on pourrait sans doute arriver à faire des choses pareilles, mais il faut quand même, il faut les réaliser, les vidéos, il faut les réaliser de manière comparable. Et voilà. Et ensuite, il faut faire les décryptages. Bon, maintenant, les décryptages, c'est beaucoup plus facile. Il faut les contrôler, mais il y a une automatisation des décryptages, un premier jet des décryptages qui peut être beaucoup plus facile. Euh, Ouais. c'est sûr qu'à l'époque, Euh, nous, on avait payé pour la traduction en anglais. Maintenant, bon, on ne paierait pas pour la traduction en anglais. Maintenant, on utiliserait quelques outils, nos outils d'intelligence artificielle favoris, et puis on s'en chargerait. Ouais. Juste une petite remarque, oui, à propos de perception de professeurs selon le lexique culturel et Hmm. linguistique. Il y a aussi la perception des élèves aussi. Surtout, c'est quelque chose que l'on sent vraiment actuellement. Je suis dans un lycée international à Alger et vu la population diversifiée et de plusieurs horizons et surtout certains élèves qui déplacent parce que ce Hmm. sont des enfants, beaucoup sont des enfants de diplomates. Ouais. Donc, ils arrivent avec un ancien curriculum, avec un Des ancien cultures programme et différentes, ouais. parfois en étant obligé d'adapter. Et Ouais. Ouais, un ouais. petit détail, par exemple, actuellement, la notion de ratio, par exemple, avec des élèves qui viennent, qui étaient scolarisés dans des établissements américains, par exemple, ils ont une autre perception de Ah oui. certaines notions du programme. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, Le rapport au nombre, aux fractions, aux rationnels et aux décimaux respectivement dans les le pays ratio, anglo-saxons et chez nous exact. est très différent. Ouais. D'accord. Merci Merci. beaucoup, Mohamed. Alors donc, Kalia, demandez la parole. Vous pouvez mettre votre micro. C'est à vous. Bonjour Michel, merci Bonjour beaucoup. C'était Kadia. super. Ah, ça Ça me fait va, plaisir je suis de te très voir. moi aussi. Et c'était très intéressant tous ces projets, c'était très grand projet. Et moi aussi, maintenant tu nous donnes des idées à travailler avec nos profs aussi et à notre langue parce que moi aussi j'ai pensé comme Samia que et comme Mohamed, on peut peut-être élaborer dans des Ah oui, oui, ah oui, comme oui. Hmm, aussi différents. hmm. Euh, mais tu viens de dire que le projet a déjà terminé. Ah oui, ce projet Mais est terminé, mais bon, oui, rien n'empêche d'en refaire d'autres, d'en refaire ouais, mais similaires. tu nous donnes de très bonnes idées pour continuer. Dans Oui, les oui, cas oui. où il y a on peut toujours te contacter Mais pour. bien sûr, je serais ravie d'aider si quelqu'un voulait se lancer. Euh, et tout à fait. Et je ne serais pas la seule à être heureuse de ça, hein, sans Ouais, aucune doute. ouais. Non, Oh mais non, on en avait déjà discuté aussi avec Marcu, avec Yoshi Shimizu et avec Carmel au congrès de Sydney, parce qu'il y avait aussi des demandes qui s'étaient manifestées, parce ça avait été présenté, et du coup, il y avait des chercheurs et des enseignants d'autres pays des formateurs d'autres pays qui étaient intéressés. Et, euh, bien sûr, ouais. mais bon, après, il faut que les choses se concrétisent. Pour que ça se concrétise, il faut une équipe qui se mette en place. Et voilà. Tout à Et fait. Et c'était assez. et un minimum de moyens, sans doute pas autant de moyens que ceux qui ont été disponibles pour ce premier projet, quoi. Oui, vraiment félicitations parce que c'était un gros boulot Mm. et avec des langues tout à fait différentes, vous avez très bien réussi, hein. Vraiment, c'est Ouais. étonnant. Félicitations. Et Non, non, merci mais pour les idées que tu nous donnes, que vous nous donnez tous ouais. ensemble. Bon, si ça arrive à susciter des, des, euh, des projets, ben, ça sera très bien. Ouais, D'accord. ouais. Merci beaucoup. Merci, Oui, Michel. au revoir. Ouais. Au revoir. Merci, Kalia.
Donc Nassima Zedek demandait la parole? Non. Nassima, ne t'entendons pas. Il y a un problème de micro, Nassima. Ouais. Problème de connexion parfois. Oui, Lui, ok, elle Vous est- m'entendez? Ah, ça y est. ça y est. Oui, c'est Non. bon, Nassima. Ah non. Non, c'est pas Nassima? Non, nous n'entendons pas. Il faut peut-être couper la caméra. Ah, elle s'est déconnectée carrément. Peut-être va-t-elle revenir. Hmm. Bon, en attendant, est-ce qu'il y a une autre question? Voilà. Ouais, allô, Oui, allô? oui. Je voudrais saluer Michel et Christian. Bonjour C'est Madi Marty. Abdeljawad Ah, qui parle. bonjour Madi. Bonjour, écoute, j'ai suivi avec beaucoup de passion et d'intérêt ce que tu as décrit. Je suis un peu jaloux parce que c'est tellement extraordinaire d'arriver à faire ce genre de recherche et malheureusement chez nous, Samia l'a dit, ça devient extrêmement difficile de travailler avec le secondaire et la recherche didactique est très limitée actuellement. Et je ne sais pas, dans quelques jours, on a une grande conférence à l'Académie des sciences, des lettres et des arts à Tunis sur le futur de l'enseignement des mathématiques en Tunisie. Et on a convié un certain nombre d'orateurs, mais ça va être surtout des ateliers entre les différents intervenants parce que ça devient extrêmement grave. Les élèves qui vont vers les maths ne dépassent pas 5% Ah, de la des population. cohortes. Ouais. C'est Hmm. extrêmement grave, quoi. Pour Ah le oui. À baccalauréat, par partir de exemple, quand? À partir de quel du niveau? bac, pour le À partir baccalauréat, du au bac. niveau du Pour le bac. baccalauréat, c'est là où la sélection se fait, si tu Hmm. veux, l'orientation se fait, et là, cette année, on est à 5% Ah, des choix. ah Mais oui. donc, c'est très grave. Les maîtrises, on a 3 maîtrises dans 3 universités, des maîtrises de Hmm. maths dans 3 universités, et 2 d'entre elles ont été fermées Hmm. parce qu'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de candidats. Hmm. Donc, il y a eu un cri d'alarme et donc, dans 3 jours, on va essayer de discuter. Ça va être un débat maghrébin parce qu'on a invité les Algériens et les Marocains à donner Oui, aussi, ben, c'est normal. euh, Ouais. d'en parler aussi. Hmm. Et je ne sais pas, on va discuter. On a des propositions que nous avons mises sur la table. On va voir ce qui va se passer. Ouais. On a essayé d'inviter les ministres concernés pour qu'au moins qu'ils écoutent Hmm. les diagnostics qui sont faits par les universitaires et les chercheurs. Mais on va voir. On va voir. Hmm. Et- et- En parole, la crise est reconnue, mais dans les faits, il n'y a rien qui est fait très sérieusement. Mais on Hmm. en discutera dans une semaine ou deux. Hmm. Eh ben, Mais je suis à Paris, hein, ah bon. Ah, d'accord. Oui, oui, malheureusement, pour des raisons familiales, je suis à Paris à plein temps. Ah, Donc, je n'ai pas pu venir euh, à- à- physiquement aujourd'hui, mais dans les prochaines réunions, je viendrai à Paris. Je suis à Trappes, j'habite à ah, Trappes. d'accord, d'accord. Et donc, merci beaucoup. Merci, merci. Merci Mardi. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc Nassima, est-ce que tu as retrouvé le son? Non, on ne dirait toujours pas. Ok. Tu peux utiliser le chat aussi, hein. À moins que ce soit un téléphone, ce qui est plus difficile alors. Ok.
S'il y a plus de questions qui arrivent, eh bien, nous allons clôturer cet enregistrement. Merci beaucoup pour votre participation Oui, à merci à ce... vous tous hein, et toutes. Hein. Question, peut-être présenter le prochain du vendredi 9 Oui, janvier. C'est exactement ce ce qu'il allait que j'allais faire. faire. Et donc, le 9 janvier, ce sera un hommage à Sidi Bekay Sokona, Ah, euh, qui sera organisé par Sado Ag Al-Mouloud mhm. du Brésil, de l'Université fédérale de Para, et Denise Grenier, de l'Université Grenoble-Alpes, qui l'ont bien connu. Voilà. Et donc, soyez nombreux et nombreuses à cet hommage qui sera rendu à notre collègue Sokona. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.